urgence pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Donc la pédiatrie, c'est les petits-enfants, hein. C'est pas l'orthopédie et c'est pas les pédicures, parce qu'il y en a, ils confondent parfois. Et puis à côté, en fait, je suis très impliquée dans le développement de la e-santé, de toutes les nouvelles technologies qui s'appliquent à la médecine. Et je m'intéresse aussi à la blockchain. Je suis consultante en santé pour la start-up Stratum. Je m'y intéresse depuis 2011. Et donc aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est de vous l'expliquer comme moi je l'ai compris, en tant que médecin, sans aucun background ni technologique, ni dans la finance, avec beaucoup de métaphores. Tout a commencé avec l'apparition du Bitcoin en 2009. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup fait parler d'elle au début parce que les trafiquants de drogue l'utilisaient pour trafiquer sur Internet, pour le blanchiment d'argent ou alors pour aller acheter des choses illégales sur le dark web. Le problème, c'est qu'à l'époque, ce que le public n'avait pas compris, c'est que si les malfaiteurs utilisaient le Bitcoin, c'est peut-être qu'en fait, il y avait quelque chose d'intéressant derrière, qui était le fait que c'est une monnaie qui est très robuste, qui est très fiable et qui présente un haut niveau de sécurité. C'est aussi une monnaie qui n'est pas contrôlée ni par un État, ni par des banques centrales. C'est une monnaie qui est peer-to-peer, c'est-à-dire qui s'échange directement de pair à pair, contrairement à toutes les monnaies classiques qui aujourd'hui sont régulées par les banques centrales qui en font un petit peu ce qu'elles veulent. Alors pour vous expliquer ce que c'est, on va utiliser la métaphore de l'or. L'or sur la Terre, il y en a une quantité qui est finie. C'est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis en mètres cubes, c'est tout pas plus. Donc pour aller chercher de l'or, eh bien au début c'était très facile, il fallait juste aller en Californie, on achetait une passoire, on allait faire trempette dans la rivière avec sa passoire et puis on récoltait des pépites. Puis forcément, avec le temps, il y a plus de personnes qui sont arrivées, l'or a commencé à être trouvé et c'est devenu de plus en plus difficile de trouver de l'or. On a pris des pioches et on est allé piocher dans la roche. Et puis ensuite, c'est pareil, hein, c'est devenu de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, ce sont des grosses compagnies qui minent l'or dans des grosses mines avec des grosses machines. Et puis, comme c'est un métal qui devient donc de plus en plus rare, eh bien, il prend de la valeur. C'est une monnaie qui est déflationniste, à l'inverse de la monnaie actuelle qui est en inflation parce que les banques centrales impriment en permanence plus de billets. Eh bien, si on veut, le Bitcoin, c'est un peu de l'or digital. Il faut imaginer qu'en 2009, son créateur, Satoshi Nakamoto, donc c'est un pseudonyme, hein, on ne sait pas qui c'est peut-être plusieurs personnes, ou alors c'est peut-être une femme, hein, on ne sait pas. Eh bien, il a créé un algorithme capable de créer 21 millions de Bitcoins, c'est tout. Il faut imaginer ces 21 millions de Bitcoins comme dans un espèce de coffre-fort digital en ligne. On ne peut pas y accéder comme ça. Pour y accéder, comme pour accéder à l'or, il faut aller les miner. Et donc, ce sont des mineurs qui vont miner ces bitcoins. Ces mineurs, ce sont des ordinateurs, ça peut être vous, mais maintenant c'est plutôt des grosses compagnies, qui vont installer des logiciels sur des ordinateurs. Et ces logiciels vont réaliser des calculs cryptographiques qui vont permettre de libérer, de créer des nouveaux bitcoins. Et donc ce qu'il a fait Satoshi avec son algorithme, c'est très intelligent, il a fait un petit peu comme pour l'or. Au début, c'était très facile de miner des bitcoins, hein, tout seul dans son appartement. Il y a quelques années, on pouvait avoir 1 ou 2 bitcoins en une seule journée. Et puis avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de libérer les bitcoins. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire ça tout seul. C'est des grosses entreprises qui ont beaucoup d'ordinateurs avec beaucoup de puissance informatique qui vont miner ces bitcoins pour les mettre en circulation. Forcément, si ces mineurs gardaient tous les bitcoins pour eux, ça ne servira à rien. Et il y a donc aujourd'hui un marché. Là, c'était ce matin sur l'application BTC Report. Hein, c'est une application gratuite iPhone. Vous pouvez aussi utiliser Google, ça marche très bien. C'est moins sexy, hein, mais ça marche. Et bien, ce matin, un bitcoin valait 645 € et 30 centimes. Et il y a un marché comme ça, et vous pouvez l'échanger, vous voyez en bas, contre des pounds, contre des dollars, contre d'autres crypto-monnaies. C'est vraiment un marché qui fluctue selon l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec des bitcoins? Eh bien, à peu près tout. On peut commander des repas à domicile et payer sur pizza.fr, par exemple, en bitcoin. On peut payer des nuits d'hôtel, on peut payer des billets d'avion sur cheaper.com. Et puis, il y a même des restaurants ou alors des hôtels où on peut payer directement en bitcoin à l'accueil avec son smartphone. Et donc, Bitcoin, aujourd'hui, ça fait 7 ans que ça tourne, ça fait 7 ans que ça marche, et donc tout le monde commence vraiment à s'y intéresser, et s'intéresser plus particulièrement à la blockchain, qui est la technologie qui permet l'existence de Bitcoin. C'est la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin. La blockchain, c'est un logiciel qui est open source sur Internet, tout le monde peut y avoir accès, et je vais essayer de vous la décrire en 3 modules. Parce que la blockchain, il faut savoir, hein, c'est complexe et compliqué.
Et souvent, quand on en a entendu parler, une fois, on se dit « Ah, j'ai compris », 2 fois, je croyais que j'avais compris la première fois, mais maintenant j'ai compris, 3 fois, oulala, j'ai toujours pas compris. Donc on va essayer d'y aller simplement, mais sûrement. C'est composé de 3 modules. Le premier, on va être simple, c'est une chaîne de blocs informatiques, d'accord ? Qu'on va comparer à un cahier magique. Donc vous imaginez, vous avez un cahier et ce cahier a des pages. Ce cahier, il a un début, il a une première page, mais il n'a pas de fin parce qu'on peut ajouter en permanence des pages. Ces pages, elles sont chronologiques, la deuxième page est après la première, etc. Et on ne peut pas modifier l'ordre de ces pages. Si je veux modifier l'ordre des pages de mon cahier, je vais devoir arracher une page et la coller autre part et forcément ça va se voir. C'est pas possible d'arracher, on n'a pas un classeur, c'est vraiment un cahier. La blockchain, c'est pareil, c'est une chaîne de blocs informatiques avec un premier bloc initial et ensuite les blocs s'ajoutent de façon chronologique. On ne peut pas les modifier parce qu'ils sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un hash cryptographique, c'est-à-dire que chaque bloc qui est ajouté possède un code qui est spécifique et qui dépend de tous les blocs qui sont avant lui. Donc on ne peut pas casser la chaîne. Si on casse la chaîne, en fait, ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus de concordance entre les différents codes. Donc si on veut hacker la blockchain, la chaîne de blocs, eh bien, il va falloir changer tous les codes de tous les blocs en amont. Il y en a des milliers et des milliers, et donc forcément, ce n'est pas possible. Ce cahier magique, il est public. C'est-à-dire que c'est comme si on le plaçait, je sais pas, devant la gare Saint-Charles, puis tout le monde peut venir le consulter. Il est en mode lecture, c'est open. La blockchain, c'est pareil, tout le monde peut la consulter à l'aide d'une simple adresse internet sur le web. Cette blockchain, la dernière chose que je vais dire sur la chaîne de blocs, c'est qu'elle est indestructible. C'est-à-dire que si demain, tout le monde décide d'arrêter d'utiliser la blockchain, le bitcoin, tout ce que vous voulez, finalement c'est nul, on n'en veut plus, allez on arrête tout, eh bien simplement, il n'y aura plus de nouveaux blocs, mais la blockchain persistera en ligne à tout jamais. Donc tout ce qui est dans la blockchain restera à tout jamais en ligne. Le deuxième module, c'est les transactions, parce qu'il va bien falloir remplir ce cahier et remplir ces blocs. Donc on va, dans le cadre du Bitcoin, ça va être des transactions Bitcoin. Donc on va pouvoir inscrire nos transactions. A à transférer de Bitcoin à B. Je ne sais pas, j'ai décidé d'acheter un canapé à mon ami pour 2 Bitcoins. On va pouvoir l'inscrire. Sauf que ces inscriptions de transactions, elles ont quelques spécificités. La première, c'est qu'elles vont être écrites avec un stylo indélébile. Impossible d'effacer. Si vous voulez effacer, il faut utiliser du Tipex. Et c'est pareil que la page arrachée. Le Tipex, ça se voit. On ne peut pas modifier une fois qu'on a écrit la transaction, sinon elle ne passera pas. La deuxième particularité, c'est qu'elle est automatiquement horodatée, cette transaction. C'est comme s'il y avait une horloge universelle dans le cahier et à chaque fois qu'on rentre une transaction, bam, il y a l'heure qui va avec. La troisième propriété, c'est que cette transaction est transparente. C'est-à-dire que le livre, comme il est public, comme la blockchain est publique, tout le monde peut lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va voir le montant qui a été transféré de A à B. Mais par contre, c'est quand même anonyme, parce qu'en fait, A et B, c'est pas moi qui ai mis mon nom et le nom de mon pote. Il faut imaginer qu'on a utilisé des adresses email qui ne seraient pas nominatives. Donc tout le monde voit la transaction, mais il n'y a que moi et mon ami, parce qu'on connaît nos adresses email respectives qui ne portent pas notre nom, et bien à ce moment-là, on peut savoir que c'est nous. La blockchain, c'est un petit peu pareil. Donc les transactions, elles sont indélébiles, elles sont toutes horodatées, elles sont transparentes et elles sont anonymes. Alors, ce n'est pas des adresses email dans le cadre de la blockchain, c'est des adresses qui sont cryptographiques, qui sont plus compliquées. Et elles sont anonymes, mais quand même, on a besoin de pouvoir prouver que c'est nous qui avions bien écrit la transaction. Et donc, comme vous avez un mot de passe dans votre email qui prouve que votre email est bien le vôtre, eh bien, dans le cadre de la blockchain, vous avez un système de clés cryptographiques avec des clés publiques et des clés privées. Et vous avez, entre guillemets, le mot de passe qui vous permet de prouver que c'est bien vous qui avez effectué la transaction. Le dernier module, et c'est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le consensus de la blockchain. En fait, ce cahier magique, il a encore d'autres propriétés. C'est qu'il peut être téléchargé sur Internet. N'importe qui peut lire, peut regarder le cahier magique sur le net, mais il peut aussi télécharger une copie sur son propre ordinateur. Et donc, cette blockchain, ce cahier, il va être distribué. D'accord ? C'est pas juste un acteur qui a la blockchain, c'est vraiment tous les ordinateurs qui peuvent les avoir. Généralement, vous pouvez le faire, mais ce sont les mineurs dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui vont télécharger la blockchain et qui vont en fait participer à la blockchain en validant les transactions et les blocs.
Quand ils valident ces transactions et ces blocs, pourquoi est-ce qu'ils le font? Forcément, hein, c'est pas du travail bénévole. Eh bien, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, en minant et en validant les blocs, ils récupèrent des bitcoins qui n'ont pas encore été mis en circulation, qui font partie du pool des 21 millions de bitcoins, et ils récupèrent une deuxième chose qui sont les frais de transaction qui sont associés à chaque transaction. En sachant que les frais de transaction, généralement, c'est de l'ordre de quelques centimes, rien à voir avec les transactions que vous pouvez avoir aujourd'hui dans les banques pour envoyer de l'argent d'un pays à un autre. C'est vraiment absolument minime. Et donc, on comprend qu'en fait, la validation de ces blocs, elle n'est pas faite chacun de leur côté, elle est faite par un consensus du réseau. C'est-à-dire que pour que la blockchain évolue avec les blocs qui s'ajoutent, il faut que 51% du réseau soit OK avec les blocs qui soient validés. Et donc, c'est un système qui est décentralisé. Il n'y a pas de chef de la blockchain, il n'y a pas d'autorité centrale. C'est le réseau qui gère dans sa globalité le fonctionnement de la blockchain. Et ça, c'est quelque chose qui est très novateur. Et s'il y a une chose qui est à retenir dans la blockchain, c'est vraiment ce modèle-là qui est très différent. Alors, maintenant, c'est plus la blockchain, c'est les blockchains. Parce qu'on a compris que la blockchain, c'est un système qui était assez intéressant. Et surtout, en fait, toutes les qualités que je vous ai expliquées, ça fait qu'il est très, très difficile à pirater. Alors, j'aime pas dire le mot impossible, hein, et puis impossible n'est pas français, mais si on voulait pirater la blockchain, eh bien, il faudrait corrompre plus de la moitié du réseau. Et vu que ce sont des mineurs vraiment dans le monde entier, c'est impossible de savoir qui c'est et d'aller tous les voir et de leur donner de l'argent, puis ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis, même si quelqu'un arrivait à créer, en fait, avec plein de nouveaux ordinateurs, arriver à créer une puissance telle que ça fait 51% du réseau, d'abord, il ne pourrait pas hacker ce qui s'est passé avant, parce que si on hack ce qui s'est passé avant, il faut hacker tout jusqu'au début de la chaîne, c'est complètement ridicule, c'est infaisable. Et si on veut hacker ce qui vient après, il va falloir qu'il arrive à maintenir une puissance informatique supérieure à 51% du réseau pendant la validation de plusieurs blocs. Et ça, c'est une transaction par seconde, un bloc toutes les 10 minutes. Honnêtement, j'aime pas dire impossible, mais c'est quasiment pas faisable. Donc, tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut créer des blockchains. Pourquoi est-ce que tout le monde peut en créer? Parce que c'est un logiciel qui est open source, donc tout le monde peut, les développeurs en fait, peuvent aller récupérer le code, peuvent aller le modifier à leur guise et modifier les modules qu'on vient de voir. Donc le module des blocs, forcément, ça ne va pas tellement être modifié, c'est plutôt celui des transactions et du consensus qui va être modifié. Alors, celui de la transaction, donc là j'ai grossi une transaction entre A et B. En fait, on va rentrer un peu plus dans le détail, il va falloir imaginer que cette transaction, en fait, elle peut avoir plusieurs wagons. Il peut y avoir un wagon qui va comporter la somme qui a été dépensée, par exemple 2 bitcoins, mais ce wagon peut ne pas exister si le développeur crée une nouvelle blockchain et il décide de ne pas faire ce wagon, ou alors ça peut être une autre monnaie, d'accord, ou alors ça peut être des jetons ou des tokens ou ce que vous voulez. Et puis il peut y avoir d'autres wagons où on va pouvoir mettre des choses qui sont très intéressantes. On va pouvoir mettre des bouts de texte, par exemple. Il y en a qui s'amusent à mettre leur nom dans la blockchain. Parce qu'avec le Bitcoin, en fait, dans la blockchain Bitcoin, on a le droit à 80 caractères. Et donc, ça va servir à mettre des petits hash que je vais vous expliquer, ou alors des petits bouts de texte. Donc, ça les fait rire de mettre leur nom, ou alors ce qu'ils ont envie à l'intérieur. Il faut savoir que ça va jamais être des textes très longs. La blockchain, c'est une base de données, oui, mais ça n'a aucune vocation de remplacer une base de données classique. C'est pas fait pour comporter beaucoup d'informations. Ce serait complètement idiot d'utiliser la blockchain pour imaginer stocker plein de textes, par exemple. C'est pas ça le principe de la blockchain. Donc ça peut être un petit bout de texte, ça peut être ce qu'on appelle un hash. Un hash, en fait, c'est de l'information cryptée. Pour vous donner un exemple, en fait, on prend des documents, donc pour le coup, on peut prendre un livre avec 500 pages si on veut, une vidéo, des images, enfin ce qu'on veut. On mouline ça dans un algorithme qui va nous sortir un hash. Le hash, c'est un code qui est spécifique à l'information qui a été entrée et qui va permettre en fait de pouvoir identifier cette information d'origine. Donc par exemple, mettons que j'ai voulu, je sais pas, j'ai un livre ou un contrat, voilà, un contrat, le contrat quand j'ai acheté ma maison, eh bien je veux aller le stocker dans la blockchain. Il est beaucoup trop long pour que je le mette dans une transaction, donc je vais le faire mouliner par la moulinette qui va me sortir un hash. À chaque fois que je vais mouliner le même contrat, ça va me sortir le même hash. Si je change ne serait-ce qu'une parenthèse ou un point dans le contrat, ça ne sera plus le même hash, parce que le hash qu'on obtient est complètement spécifique de ce qu'on a entré à la base. Je vais pouvoir mettre ce hash sur la blockchain, parce que c'est un code qui est assez court, mais ce code ne va pas me permettre de remonter vers le document. C'est vraiment un algorithme qui est unidirectionnel.
Si vous avez le hash, mais que vous n'avez pas la clé privée, le mot de passe pour retourner au document d'origine, c'est même pas la peine, vous pourrez pas y arriver. Et donc, ça va pouvoir permettre de stocker des preuves de l'information à un instant T. Par exemple, le 4 novembre, j'ai mis dans la blockchain le hash du contrat qui a été signé quand j'ai acheté ma maison. Et dans 10 ans, eh ben, si on me dit « Ah, mais c'est pas vrai, tu as trafiqué le contrat, c'était pas du tout ça qu'on avait dit », ah ben je dis « Ah bah si, regarde, le contrat là, je l'ai, je le prends, je le mets dans la boulinette, ça sort le même hash qui a été mis dans la blockchain le 4 novembre 2016, donc c'est le même document, donc il n'a pas été trafiqué. » Par contre, s'il a été trafiqué, ça ne donnera pas le même hash, et là, il n'y a plus de preuve du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet de pouvoir stocker des preuves de la donnée sans stocker la donnée elle-même. Et puis, ça peut être transparent, tout le monde peut voir le hash et personne ne saura ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on peut aussi stocker des lignes de code informatique. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Il y a des blockchains qui vont permettre de mettre en fait des petits programmes informatiques qui vont être des contrats. Et quand la transaction va être réalisée, eh bien le contrat va être réalisé. Par exemple, si j'ai acheté une guitare à Bob, eh bien, j'ai prépayé ma guitare sur Internet, donc l'argent est maintenu dans un escroc, dans une, si vous voulez, en ligne. Donc moi, j'ai plus accès, mais Bob non plus. Et quand je reçois la guitare, je vais valider la transaction comme quoi j'ai bien reçu la guitare, et hop, Bob reçoit l'argent et tout va bien. D'accord ? Mais tant que je n'ai pas initialisé la transaction comme quoi j'ai pas reçu la guitare, eh bien l'argent sera maintenu en l'air et Bob n'y aura pas accès. Mais moi non plus, hein, donc ça ne sert à rien de dire que je ne l'ai pas reçu si en fait je l'ai reçu. Donc ça, c'est pour les transactions. Et pour le module de consensus, eh bien, vous avez peut-être entendu parler des blockchains publiques, privées, décentralisées ou alors permissionnées. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc pour simplifier, en fait, une blockchain publique, c'est une blockchain qui est accessible à tout le monde, et privée, elle est simplement, c'est une blockchain qu'on va juste partager entre des personnes dans un groupe limité. Mais c'est pas vraiment public versus private qui est intéressant, c'est plutôt public versus permission. Permission, c'est versus décentralisé. Donc décentralisé, ça veut dire que n'importe qui peut rejoindre le réseau. C'est comme dans la blockchain Bitcoin, qui est une blockchain publique et décentralisée. Donc c'est une blockchain où, parce que tout le monde va pouvoir aller à l'intérieur et qu'il y a des incentives pour aller à l'intérieur, hein, dans le cadre de la blockchain Bitcoin, c'est recevoir des bitcoins en échange du travail qu'on fournit pour la blockchain. Et il y a beaucoup de sécurité parce qu'il y a des milliers de mineurs dans le monde, donc le réseau est très grand, donc c'est impiratable parce qu'il faudrait, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il faudrait corrompre plus de 51% du réseau, donc c'est très sécuritaire. À l'inverse, une blockchain permissionnée, c'est une blockchain en fait où on n'aura pas de mineurs. En fait, on va assigner des personnes, par exemple si on fait une blockchain au sein d'une entreprise, on va assigner les personnes de cette entreprise qui vont valider les transactions. Et donc tout d'un coup, vous avez beaucoup moins de personnes qui valident les transactions et le niveau de sécurité n'est pas le même, mais ça peut quand même être intéressant parce qu'on va pouvoir être plus flexible, on va pouvoir faire plus de choses et la blockchain va être plus rapide. Parce qu'il faut savoir que la blockchain Bitcoin n'est pas très rapide. C'est une transaction toutes les 7 minutes, un bloc toutes les 10 minutes. Donc si vous avez un énorme volume de transactions, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà pour ce que c'est que la blockchain, les blockchains, le Bitcoin. Donc c'est pas très facile à faire en 15 minutes, mais j'espère que ça vous a donné un petit peu une idée de ce que c'était. Donc dans la santé, ça peut avoir beaucoup d'applications. J'ai juste pris 2 exemples pour faire simple. Le premier, c'est les essais cliniques. Aujourd'hui, il y a une crise dans le monde de la science, c'est que les essais cliniques, en fait, un petit peu un problème parce que les résultats ne reflètent pas forcément la réalité. Et puis, à partir des essais qui sont publiés, on a du mal à les reproduire parce qu'ils sont très opaques. Et c'est quand même un petit peu le concept de la science et des essais cliniques, c'est de pouvoir reproduire les résultats pour montrer qu'on se rapproche de la vérité. C'est la crise, ça s'appelle Publish or Perish. Quand on est chercheur, c'est un petit peu comme quand on est navigateur. En fait, pour faire de la recherche, on passe la moitié de son temps à faire de la recherche, mais surtout, on passe la moitié de son temps à rechercher des fonds. Pour avoir des fonds, il faut publier beaucoup et que des résultats positifs. Publier beaucoup, être gentil, mais faire de la recherche, ça prend du temps. Et publier des résultats positifs, franchement, c'est une veine de caucus. Et à chaque fois, on n'a que des résultats positifs quand on cherche quelque chose. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe au final? Les essais qui sortent, et ben voilà, ils changent, ils traficotent un petit peu les résultats, ils inventent des patients, ils changent les données. Et puis, au final, ils mettent un petit peu dans la publication que ce qui les intéresse. Et puis, ils espèrent que ça passera comme ça et que la prochaine fois, comme ils ont publié beaucoup et des résultats positifs, ils auront des fonds pour continuer à faire de la recherche.
Ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain, c'est réaliser en fait un audit cryptographique de tous les essais cliniques pour y apporter plus d'intégrité et plus de transparence. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va notariser dans la blockchain via des hashes. On ne notarise pas directement les données. Toutes les données de l'essai clinique, elles sont sur des bases de données traditionnelles. Et sur la blockchain, on met les hashes. On met les hashes du protocole de départ pour vérifier qu'il ne va pas être modifié, parce que souvent il est modifié en cours de route quand ça ne leur va plus. On va notariser le consentement des patients. Comme ça, c'est chronologiquement horodaté, et puis à la fin, ils ne peuvent pas nous inventer 3 patients ou nous en retirer 3. On va notariser les données. Pareil, comme ça, à la fin, ils ne peuvent plus en enlever ou alors en rajouter quelques-unes. Et puis, en fait, ça crée un audit complet de l'essai clinique où si un régulateur vient regarder est-ce que l'essai clinique s'est bien déroulé, est-ce que les résultats sont bien ceux qui étaient prévus et il n'y a pas eu de corruption des données, eh bien ça va pouvoir être fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. Avec Stratum, on a fait la première proof of concept comme ça en France, avec un hôpital parisien. Et alors le papier, pour ceux qui ont déjà publié des papiers scientifiques, ça prend un petit peu de temps, donc c'est en cours de publication et ça va bientôt arriver. Un deuxième exemple, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, c'est le dossier médical personnalisé. Aujourd'hui, en France, c'est un grand fiasco, le DMP. Le patient n'a pas accès à ses données de santé, mais en fait, le médecin, pas vraiment non plus. Moi, je suis dans mon service d'urgence, j'ai même pas accès à ce qui se passe dans les services qui sont 2 étages au-dessus de moi. Et puis, quand je vais chez un autre médecin, ou alors quand moi, on m'adresse des patients qui viennent d'autres hôpitaux, ils arrivent, soi-disant, ils ont une fracture, soi-disant, ils sont ceci et cela. Sauf qu'ils ne viennent pas avec leur radio, ils ne viennent pas avec leurs examens. Je suis obligée de leur refaire des prises de sang, leur refaire des radios, alors que ça a été fait juste 24 heures avant, mais qu'on ne peut pas les récupérer. Donc ce qu'on peut imaginer avec la blockchain, c'est vraiment un concept, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui, et il y a plein d'autres soucis à résoudre, mais ce serait de dire que le patient deviendrait maître de ses données. Donc c'est le patient qui contrôle son dossier médical personnalisé qui est dans un cloud, d'accord ? Son dossier, il est stocké dans un cloud, pas sur un serveur. Et en fait, ce patient va pouvoir distribuer des autorisations à tous les professionnels de santé ou alors les laboratoires d'analyse biologique ou alors d'imagerie. Il va donner des autorisations qui vont permettre aux professionnels de santé d'aller sur une blockchain en s'identifiant. Et sur la blockchain, ils vont trouver des liens, des pointeurs qui vont pointer à certains éléments du dossier. Et ça peut être très détaillé, c'est-à-dire qu'on peut, si par exemple je vais à Lyon, que je me casse la jambe à Lyon et que j'ai besoin que le service d'urgence et d'orthopédie accède à mon dossier, je peux très bien dire, voilà, je donne l'accès au service des urgences et d'orthopédie de Lyon à tout mon dossier médical juste pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, l'autorisation s'arrête. Ou alors, par exemple, si je vais voir mon cardiologue, eh bien, je peux lui donner accès à tout mon dossier. Alors, il a le droit de le consulter, mais il n'a pas le droit de le modifier. Et puis, par contre, je ne donne pas accès à mon dossier psychiatrique parce que ça ne le regarde pas. Donc, c'est des autorisations qui peuvent être vraiment très détaillées et très spécifiques. Et on aura, parce que ça passe par la blockchain et qu'il y a toujours un système de signature, en fait, et d'encryption des données, tout va être tracé et crypté. Donc même si d'autres personnes peuvent accéder à cette blockchain, pas forcément publiquement, mais dans une blockchain où par exemple ce serait des compagnies d'assurance, alors c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais aux États-Unis c'est ce qui risque d'arriver, eh bien les données ne seront pas sur la blockchain non plus. Et puis, il peut y avoir plein d'autres applications. Donc ça, on en est quand même loin, parce que le patient qui a accès à son dossier, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ça soulève plein d'enjeux éthiques et plein même des enjeux au niveau informatique, au niveau de tous les systèmes informatiques des hôpitaux. Donc, c'est vraiment pas pour demain, mais c'est une idée. Et puis ensuite, la blockchain, on pourra utiliser ça pour financer des projets de e-santé. On pourra utiliser ça pour tracer, par exemple, les bills, les factures, voilà, les factures impayées dans les hôpitaux. On pourra utiliser ça pour vraiment tracer, auditer, en fait, permettre d'auditer plein de choses dans les hôpitaux et dans le système de santé. Mais encore une fois, je pense que c'est pas pour tout de suite, peut-être pour 2030. Merci.